Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo sur l'épreuve CSE du concours. Pour cette épreuve vous avez énormément de thématiques à réviser et donc sur toutes ces thématiques le jury attend de voir si vous êtes capable de réagir dans n'importe quelle situation. Autrement dit, le jury veut pouvoir vous imaginer en tant que professeur des écoles. Donc dans cette vidéo je vais aborder 20 thématiques de l'épreuve CSE. Donc je ne vais pas toutes les aborder parce que la vidéo serait trop longue. Et donc pour chacune de ces thématiques, je vais vous proposer des choses concrètes que vous pourriez faire dans vos classes. Des exemples concrets que moi j'avais travaillé pour le concours. Et donc voici les 20 thématiques que je vais aborder dans cette vidéo. Donc je commence avec le travail à la maison. En donnant des devoirs à la maison, je vais essayer d'abord de me coordonner avec les collègues. Aussi, je vais aborder ces devoirs à la maison lors de la réunion de rentrée. Donc en fait, il est important à la réunion de rentrée de justifier la quantité de devoirs, ce sur quoi les élèves vont devoir travailler à la maison. Et ce qui est bien, c'est de faire une méthode pour les élèves et les parents. C'est-à-dire qu'à chaque leçon que l'élève va devoir réviser à la maison, je peux y associer une petite méthode pour les parents et pour les enfants qui s'intitulerait « Comment je sais quand j'ai réussi ». Ça permet à l'élève de s'auto-évaluer, ça permet aussi aux parents de savoir ce qu'ils doivent faire réciter aux enfants dans la leçon. Le conseil de classe qui se fait avec les élèves, moi j'aime bien le faire une fois par semaine sans exception. Dans ce conseil de classe, on a l'ordre du jour qui peut être établi, mais des fois il n'y en a pas forcément. On a les règles à faire rappeler par les élèves en début de conseil. On a aussi les responsabilités, ce qui permet aux élèves de vraiment s'investir dans le conseil. Donc un président, un secrétaire pour prendre des notes, ce qui permet au prochain conseil de revoir en début de conseil ce qu'on avait dit la fois précédente. Et on a aussi une boîte du conseil que je laisse à disposition au fond de ma classe toute la semaine avec des petits papiers différents. Donc j'ai aimé, j'ai un problème, je félicite, j'ai une idée, je propose. Voilà, plusieurs petites thématiques pour que les élèves puissent s'exprimer. Et donc le rituel en conseil de classe, c'est au premier tour de parole, on dévoile ce qu'il y a dans la boîte. Donc ça, soit c'est le président qui lit, soit c'est l'enseignant. Alors petite astuce, moi j'aime bien lire d'abord le papier individuellement pour m'assurer qu'il n'y a pas de choses méchantes, de grossièreté. Les élèves ne sont pas toujours tendres les uns envers les autres. Et puis ensuite je donne le papier au président si je juge qu'il peut être lu au conseil. Et on fait enfin un deuxième tour de parole après avoir réagi sur la boîte. Voilà, s'il y a d'autres choses à dire qui n'a pas été citées dans la boîte ou si on veut revenir sur une thématique, on le peut. La laïcité, donc pour la travailler en classe, eh bien déjà ça concerne les règles de classe. On va les établir vers le début d'année avec les élèves, c'est important de les écrire avec les élèves. Attendre peut-être 15 jours, 3 semaines avant de les écrire afin de voir comment la classe fonctionne et puis partir des problématiques des élèves pour établir les règles. Ben, voilà, ça fait 3 semaines qu'on travaille ensemble. Est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Quelles règles on pourrait instaurer maintenant? Faire participer les élèves à des débats philosophiques. C'est quoi le respect, par exemple? Utiliser au plus la latitude, donner la parole aux élèves, les impliquer. Donc ça va être tout ce qui va concerner la pédagogie de projet notamment. Utiliser la communication non violente avec deux choses, la médiation par les pairs et les messages clairs. Messages clairs, il y a des vidéos sur Canopé très bien faites pour présenter aux élèves ce que sont les messages clairs. Et la médiation par les pairs également. Il ne faut pas oublier la journée de la laïcité qui est le 9 décembre. Lors de cette journée de la laïcité, c'est bien de faire des choses avec les élèves. J'ai par exemple le mur de libre expression. Le LSU, livret scolaire unique, c'est un outil à présenter aux parents dès la réunion de rentrée. Demandez s'il y a des questions. Ne pas oublier de faire figurer dans ce LSU les projets qui concernent l'élève dans les différents parcours et les modalités d'accompagnement des élèves. Concernant le devoir de mémoire, j'ai des outils à vous proposer pour aborder ce devoir de mémoire en classe. Vous pouvez donc vous aider de témoignages, aller voir les monuments aux morts et un film que je vous donnerai, c'est Le Pantalon Rouge. Faire du travail de groupe en classe. C'est important d'expliciter le travail de groupe aux élèves, c'est pas quelque chose d'inné. Il faut leur donner une méthode avec plusieurs étapes. Par exemple, l'étape violette,
c'est le débat entre les élèves. On discute l'étape verte, c'est important de se mettre d'accord. Si jamais il y a du bruit lors du travail de groupe qui est trop gênant, on peut mettre en place une échelle de bruit avec des couleurs. Donc les élèves vont pouvoir se situer, voilà, là on est dans la couleur rouge, ça veut dire que là on ne peut pas faire de bruit. Si la maîtresse met le petit bonhomme dans la couleur verte, et bien là c'est qu'on peut parler librement, etc. Si jamais on a des grands et des petits parleurs, il faut y penser aussi, penser au bâton de parole à donner. Et si jamais il y a une mauvaise entente entre les élèves, mettez-les d'abord entre copains, le temps d'assimiler la méthode du travail de groupe, de pouvoir être à l'aise, et puis petit à petit on fera des groupes plus distants entre les affinités. L'évaluation en classe, alors d'abord pas de notes chiffrées, ça va de soi. Ensuite, on va faire une évaluation différenciée. On pense par exemple à la galaxie des 10. On dédramatise l'évaluation auprès des élèves, ça c'est important. N'oubliez pas aussi les grilles d'observation. Je pense par exemple en musique, comment évaluer l'éducation musicale. Et bien on peut avoir une grille d'observation avec les critères partagés avec les élèves. C'est important qu'ils sachent ce sur quoi ils sont évalués. Je pense par exemple également à l'évaluation de la poésie. Les élèves sont au courant qu'on va regarder la diction, le ton qui est mis, la mémorisation des paroles. Voilà. La gestion des comportements. Là, je vais vous parler des ceintures de comportement avec des petits exemples concrets de ceintures de comportement. Par exemple, ceinture jaune, on aura obtenu au bout de 10 jours. J'ai dérangé la classe moins de 5 fois, je peux passer avec la poubelle. Orange. 2 semaines, j'ai dérangé la classe moins de 4 fois, je peux distribuer et ramasser. Ceinture verte, 4 semaines, j'ai dérangé la classe moins de 3 fois, je peux être responsable du matériel de sport. Ceinture bleue, 4 semaines, j'ai dérangé la classe moins de 2 fois, je peux être remplaçant. Ceinture marron, 6 semaines, j'ai dérangé la classe qu'une seule fois, je peux être surveillant. Ceinture noire, 6 semaines, je n'ai pas du tout dérangé la classe, je peux avoir le service ministère. Là, c'est votre imagination. Les ceintures de comportement ne sont pas toujours évidentes à mettre en place. Après, si vous voulez un autre système, j'ai un intermédiaire peut-être un peu plus simple. C'est celui que je mettais en place dans ma classe cette année. C'est les échelles de couleurs. Là, j'ai une couleur tout en haut, la couleur bleu foncé, ensuite la bleu ciel, ensuite la verte, ensuite la orange, ensuite la rouge. Et avec les élèves, je leur explique qu'il y aura des responsabilités dans la couleur bleu foncé, la couleur bleu ciel, la couleur verte, mais pas la couleur orange et ni la couleur rouge. Le but étant d'être dans la couleur bleu foncé, qui est la couleur la plus haute. Et donc dans cette couleur, les élèves choisissent les meilleures responsabilités pour le début d'année à mettre dedans, et etc. en déclinant. J'espère que je suis claire sur cette idée-là. Par exemple, couleur bleu foncé, on va pouvoir être président et secrétaire. Voilà, il y a plusieurs responsabilités. Couleur verte, on peut effacer le tableau. C'est des choses que les élèves vont juger moins bien, mais toujours une bonne responsabilité quand même. Orange, aucune responsabilité parce que c'est moins bon, et rouge, rien du tout non plus. Comment expliquer la manière dont on va monter et descendre dans les couleurs? Eh bien, les élèves au tout début d'année sont tous dans le vert, et puis s'ils se comportent bien, eh bien ça va les valoriser et vont monter dans les couleurs. Par exemple, un élève décide d'aider un camarade, voilà, il monte dans le bleu ciel. Un élève qui va être irréprochable, à la fin de la semaine, il va être dans le bleu foncé. Et il va y rester. Et puis on va voir après s'il peut y rester longtemps ou pas. Et un élève qui va par exemple faire une moquerie envers un autre élève, là il va descendre dans le orange. Une moquerie, ça ne mérite pas de responsabilité. Et un élève qui va faire de la violence physique ou verbale va être dans le rouge. Il va donc avoir une fiche de réflexion. Les fiches de réflexion, vous en trouvez plein sur internet, plein de modèles différents. C'est des fiches qui permettent aux élèves de réfléchir à ce qu'ils ont fait, parce qu'ils doivent écrire la règle qu'ils n'ont pas respectée. Ils doivent décrire ce qu'ils ont fait. Ils doivent aussi écrire la manière dont ils se sentent, pouvoir s'observer. Et ils doivent proposer une solution pour réparer leurs bêtises. Et ensuite, c'est une fiche à faire signer par les parents. Le décrochage scolaire. Je peux m'appuyer sur le GPDS, qui est le groupe de lutte contre le décrochage scolaire. Plus je dois, et je peux m'appuyer sur le référent décrochage, plus le personnel de la MLDS, qui est la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Pour éviter un décrochage scolaire,
Je vais instaurer un climat de confiance avec des émotions positives pour les apprentissages. Je vais aussi mettre en place de la différenciation et penser à ce moment-là aux intelligences multiples pour pouvoir raccrocher les élèves en passant par leurs aptitudes. Je vais aussi effectuer des groupes hétérogènes qui peuvent être de véritables moteurs pour les élèves. Mais ceci dit, les groupes homogènes peuvent être bien parfois pour remettre un élève en confiance. Je propose absolument de la pédagogie de projet parce qu'on peut faire énormément d'interdisciplinarité, transdisciplinarité et on peut raccrocher les élèves à ce moment-là. Je communique avec l'équipe enseignante qui peut toujours m'aider et avec les parents, ce qui est très important. L'ENC en classe, eh bien, en transdisciplinarité, on n'oublie pas de parler des messages clairs et de la médiation par les pairs. C'est très transdisciplinaire, l'ENC. On a les responsabilités dans la classe, métier, tutorat, entraide. Vous faites bien d'ailleurs la différence entre tutorat et entraide. Au tutorat, on a un élève qui aide l'autre réellement. Et entraide, les deux peuvent s'aider l'un l'autre. Et Fiv et Anna. Je pense au manuel scolaire qui s'appelle Angelo et les autres pour les enfants issus de familles itinérantes et voyageurs. Je pense à intégrer un groupe à l'autre. Ça ne veut pas dire toujours d'intégrer les enfants nouvellement arrivés à la classe qui est déjà là, mais également d'intégrer la classe à l'enfant nouvellement arrivé. Je fais un point sur les règles de vie de cet enfant-là. J'ai aussi ce qui existe, c'est le cartable voyageur. Pour préparer son arrivée, je réfléchis à quelles activités pour que l'enfant ne soit jamais seul. C'est important l'intégration. Et pour les enfants allophones, par exemple, je pense aux outils pour les aider à la communication. Donc il y a les imagiers, les dictionnaires visuels, l'ABCD, il y a des ouvrages bilingues. Thématique de la liaison école-famille. Le numérique peut nous aider, très important. On a ePrimo et on a le blog de l'école. Je pense à faire passer les cahiers régulièrement dans les familles. Ma méthode, c'était de faire passer à chaque vacances scolaires et de faire signer par les parents. Le cahier de vie aussi en maternelle est un outil très important dans la liaison école-famille. Donc je mets ce qui se passe à l'école dans ce cahier de vie pour permettre aux enfants d'en parler à la maison, de s'exprimer. Mais aussi j'invite les parents à mettre des choses dans le cahier de vie. J'intègre les parents dans les actions éducatives, donc dans les projets d'école, notamment la coopérative scolaire, dans les différents parcours. Je fais ma réunion de rentrée avec un maximum de convivialité. Je peux proposer une petite collation à la fin. J'évite qu'elle soit magistrale. Une technique, ça serait aussi de partir des questions des parents et puis de voir ce qui n'a pas été abordé à la fin. Je veille à être la plus explicite possible. Quels sont les enjeux de l'école, les attendus, quelles vont être mes méthodes de travail. Je propose des entretiens avec les parents et quand je propose ces entretiens, je prépare mes rendez-vous avant. Je commence aussi de manière positive le rendez-vous avec tout ce qui est de bien pour l'élève dans sa scolarité. Je m'informe. Et vous, quelles sont vos impressions? Je m'implique. Bon, ben voilà, il y a ces soucis-là à l'école. Et je conclus. Voici ma proposition. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous parlez là-dessus? Pour aider les parents, c'est important de le transmettre aux parents. Il y a un guide EduScol sur les programmes pour les parents. On va parler maintenant du handicap et des difficultés scolaires. Si par exemple je n'ai pas d'AVS, eh bien je l'adresse directement à un enseignant référent qui décide de réunir une équipe de suivi à la scolarisation pour régler ce souci au plus vite. Je peux aussi faire intervenir dans ma classe un maître heure sans autorisation. Mais je ne ferai rien sans accord des parents parce que ça ne va pas être constructif par la suite. C'est mieux d'avoir quand même l'accord des parents. Je peux appeler donc le maître E en classe pour de l'observation. Ça va alimenter l'échange après avec la famille. Et puis ça va nous permettre de m'étayer aussi. Donc c'est à apprendre absolument comme conseil. Je peux demander de l'aide au RASED. Quand je demande de l'aide au RASED, je remplis une fiche de demande d'aide qui normalement est dans chaque école. Je peux faire le dernier conseil de cycle avec le RASED pour faire un point d'orientation pour les élèves. Concernant la différenciation que je vais proposer aux élèves, je vais veiller à avoir le même objectif pour chaque élève, mais des compétences qui varient. Pour déclarer le handicap, c'est la famille qui doit faire cette déclaration auprès de la MDPH. Si jamais ça ne se fait pas, si jamais ça traîne, pour faire avancer ce qu'on appelle le GEDASCO, au bout de 4 mois, on peut en parler à la DAZEN qui peut saisir la MDPH. Quand les élèves partent, par exemple un élève part avec un membre du RASED en rendez-vous,
eh bien, on peut faire des notions qui ne sont pas adaptées pour cet élève, mais on va éviter aussi de faire tout ce qui va être EPS, voilà, musique, en se disant, bon ben, au moins il aura rien loupé qui va le retarder. Non, parce que souvent dans ces disciplines-là, c'est là où l'élève s'épanouit le plus. Un petit mot très rapide sur le PPRE. Il faut savoir qu'on peut demander au RASED de nous aider pour le mettre en place. On n'est pas tout seul. Et puis, on le met en place lorsqu'on repère des besoins pour certains élèves. Voilà, il ne faut pas attendre de mettre en place un PPRE même en plein milieu de l'année. Gros chapitre concernant la maternelle. Ça va être plusieurs idées en vrac, j'y vais. Maternelle, carnet et crayon de bois à la récréation, intéressant. Parce que les élèves sont en interactivité avec les autres, ils dialoguent et c'est ce qu'on va observer à la maternelle, c'est les échanges. Pour travailler les albums, il y a le dispositif OIE à connaître, donc oral, image et écrit. Oral, le PE va théâtraliser en disant « je » son album. Et ensuite, l'élève va faire pareil, va théâtraliser avec le « je », donc il reproduit, il répète. Image, l'enseignant va montrer les images et raconter l'histoire. Et l'élève donc va faire pareil, montrer les images et raconter l'histoire. Écrit, l'enseignant va avoir le livre avec juste l'écrit. Donc l'enseignant lit, puis l'élève raconte l'histoire. C'est important de rendre les critères d'évaluation explicites auprès des élèves, même s'ils sont en maternelle. Donc pour ça, on a deux petits mots-clés bien pratiques à placer, c'est apprendre et réussir. Aujourd'hui, on va apprendre à compter les cartes. Pour réussir, il faudra les poser une par une et dire le nombre qui suit. On dit à la fois ce qu'on va apprendre à faire aux élèves et on leur donne la méthode pour réussir à le faire. Pour travailler la demi-journée, par exemple, on peut le faire avec des photos mises à la suite, les unes des autres. Et puis la question, ça va être à quel moment viennent les parents. Le travail avec l'ATSEM. Alors, plusieurs choses à dire à ce sujet. Les consignes auprès de l'ATSEM doivent être très explicites. On doit bien expliciter aussi le rôle de chacun, déterminer avec clarté et diplomatie ce que chacun va faire. C'est important de mettre en place des bilans avec l'ATSEM réguliers et pas seulement quand quelque chose ne va pas parce que ça ne va pas être constructif dans le relationnel avec l'ATSEM. Sur notre fiche de préparation, c'est important de mettre la position de l'ATSEM. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire une collaboration grande section CP. On va valoriser le CP et on va rassurer en même temps les grandes sections. C'est le CP qui va lire une histoire aux grandes sections. On peut aussi inviter un auteur, c'est super intéressant en maternelle. Je pense à Christophe Aline qui travaille avec des matériaux de récupération. Donc en fait, avec le matériel de récupération, en fait, il fait des personnages. À partir de ces personnages, on peut construire avec des élèves une histoire. En maternelle, on va aussi travailler les intelligences multiples. J'ai vu ça en stage et franchement, c'était super bien. Je vais vous donner des petits exemples pour chaque intelligence. L'intelligence logico-mathématique, eh bien, c'est le travail des colliers de termes. L'intelligence verbalo-linguistique, c'est le fait par exemple de former des lettres dans le sable. L'intelligence kinesthésique, ça va être par exemple de travailler avec les caplas. L'intelligence intrapersonnelle, ça va être les jeux avec les poupées, la lecture. L'intelligence interpersonnelle, c'est par exemple jouer à la marchande. L'intelligence naturaliste, c'est le jeu des senteurs. Donc, le jeu des senteurs, vous avez des petits pots et puis il faut deviner quelles sont les odeurs dedans. L'intelligence visuelle, on atelier sur ordinateur. Et l'intelligence musicale, écouter des sons, écouter des contes. En EPS, l'évaluation va être partagée également avec les élèves. Par exemple, on a 3 petits dessins en athlétisme, sauter, lancer, course. Et l'élève va coller une petite gommette face à l'activité s'il a réussi. Donc c'est même une auto-évaluation. La natation peut aussi faire de l'auto-évaluation. Ça, vous en trouverez plein sur internet, des modèles de petits poissons. L'élève il colorie le petit dessin qui représente ce qu'il a réussi à faire. Dictée à l'adulte, l'enseignant est au tableau et doit verbaliser tout ce qu'il écrit. C'est important que l'élève comprenne que quand l'enseignant écrit, il retranscrit ce qu'il dit. Donc que l'écrit retranscrit l'oral. On va aussi pouvoir regarder l'élève, qu'est-ce que tu veux dire, et regarder ensuite la feuille, et dire, et là, qu'est-ce que j'écris. La dictée à l'adulte peut devenir participative. Par exemple, un enfant a été chercher dans l'imagier le lapin, parce qu'on veut écrire lapin, et en dessous, il y a les lettres écrites en écriture manuscrite.
eh bien l'élève peut écrire le mot lapin en recopiant. Le vocabulaire qu'on va utiliser auprès des enfants de maternelle devrait être le plus riche possible, notamment pour réduire les inégalités sociales. On va travailler les syllabes avec plusieurs techniques et avec un album que je vous conseille, c'est Le Mangeur de Prénoms. Il est génial. On a une petite marionnette avec. L'histoire du mangeur de prénoms, c'est un monstre, donc la petite marionnette, qui va manger les prénoms. Donc il rencontre Jonathan, il lui dit comment tu t'appelles, et le petit garçon va dire Jonathan. Comment, il va dire Jonah, on mange la syllabe. Comment, Jo, on mange la syllabe. Comment, et l'enfant ne peut plus rien dire parce que le monstre a mangé toutes les syllabes de son prénom. Et en fait, les élèves vont le faire eux-mêmes avec leur prénom petit à petit. Et donc, instinctivement, ils vont couper leur prénom en syllabes. Le cahier de vie, quand est-ce qu'on l'utilise? Vous allez tout de suite dire au point regroupement. Oui, mais pas que. On peut aussi laisser un cahier de vie, plusieurs, dans la petite bibliothèque, dans le coin lecture. Et les élèves, lorsqu'ils seront autonomes et dans la classe, pourront aller les feuilleter, les regarder. C'est très intéressant parce que deux élèves qui vont regarder en même temps un cahier de vie, eh bien, automatiquement vont avoir de l'interaction. La galaxie des 10, je vais vous parler de la dysgraphie. Comment faire pour aider un élève dysgraphique? Eh bien, on peut mettre en place des cahiers avec des lignes de couleurs. Pour aider un élève avec la dyscalculie, on peut orienter les parents vers le médecin scolaire ou le CMPP ou même l'orthophoniste. Et on peut faire de la différenciation, par exemple notamment concernant les procédures de calcul. Les intelligences multiples, chacun peut s'y retrouver, donc c'est important d'y penser à l'école. Je vais vous proposer plusieurs disciplines et donc dans chacune de ces disciplines, comment faire travailler les intelligences multiples. En EPS, pour l'intelligence linguistique, on peut faire écrire les règles du jeu. Pour l'intelligence logico-mathématique, on peut travailler les stratégies. Pour l'intelligence visuelle, ça va être tout ce qui concerne les schémas. Pour l'intelligence kinesthésique, eh bien en EPS, c'est la base. Pour l'intelligence interpersonnelle, ça va être les tuteurs, les parades. L'intelligence intrapersonnelle, connaître ses limites, réflexion sur ses émotions. L'intelligence naturaliste, faire des activités en plein air. Pour développer les intelligences interpersonnelles, on peut mettre en place du travail de groupe. Dans le domaine artistique, intelligence verbalo-linguistique, écrire une histoire à partir d'un tableau, d'une musique. Intelligence logico-mathématique, reconnaître différentes techniques. Intelligence visuelle, s'imaginer dans un tableau. Intelligence kinesthésique, faire de la sculpture. Intelligence intrapersonnelle, travailler l'autoportrait. Intelligence naturaliste, objet de nature utilisé en art. En français, intelligence visuelle, associer les couleurs. Par exemple, souligner en vert, le verbe entouré en rouge le sujet. Intelligence musicale, illustrer un texte en sonore. Intelligence corporelle, mouvement et langage, faire par exemple un ballon dicté. Donc je lance le ballon, celui qui l'attrape donne son mot, l'écrit au tableau, etc. Intelligence intrapersonnelle, réécrire selon un point de vue. Intelligence naturaliste, aller écrire dehors. Intelligence interpersonnelle, écrire en groupe. En histoire, intelligence verbale, faire une différence entre les récits de fiction et la réalité. Créer un dialogue imaginaire entre deux personnages historiques. Intelligence logico-mathématique, faire une frise chronologique et un schéma. Intelligence visuelle, tout ce qui va concerner les affiches. Intelligence musicale, voir l'univers sonore de l'époque. Intelligence interpersonnelle, se mettre à la place de l'autre. Intelligence intrapersonnelle, se mettre dans la peau d'un personnage historique. Intelligence naturaliste, étudier en géographie notamment, observer l'impact de l'homme sur les paysages. En sciences, intelligence verbale, point de vue d'un animal. Intelligence logico-mathématique, faire des expériences, des hypothèses. Intelligence visuelle, voir un modèle réduit, travailler avec des codes couleurs. Intelligence musicale, écouter le son de la nature. Intelligence kinesthésique, on peut faire une danse, par exemple la danse sur la digestion. Intelligence interpersonnelle, faire des débats. Intelligence intrapersonnelle, réflexion, par exemple quel impact les sciences ont sur nous. Intelligence naturaliste, élevage d'animaux dans la classe. Le numérique. Alors je vais vous parler du numérique au cycle 1 parce qu'on n'en parle pas souvent. Le numérique sur le temps d'accueil va être intéressant. Faire par exemple un diaporama photo pour la motricité, ça va permettre de faire un temps de verbalisation avec les élèves.
On va aussi utiliser un logiciel qui s'appelle Écrivons, intéressant au cycle 1 parce que les élèves peuvent grossir l'écriture avec la petite icône éléphant et la diminuer avec l'icône souris. Et aussi, on a les 3 types d'écriture dessus, capitale d'imprimerie, cursive et script. EIP, HPI. Il faut savoir que ces enfants ont une intelligence en arborescence, c'est-à-dire qu'une idée en développe 10 autres, qui en développent elles aussi 10 autres, etc. Donc, c'est intéressant pour eux de proposer un maximum de pédagogie de projet. Il faut penser à faire des aménagements pour les EIP, HPI, de la différenciation. Il est possible de mettre en place un PPRE, de placer l'élève en tuteur. Si jamais l'élève a peur de l'échec, on peut instaurer un débat qui s'appellerait « C'est quoi être courageux ?» Les sorties scolaires. Alors, il faut savoir que ça se travaille, ça se prépare pour être en lien avec les apprentissages. Donc, une sortie scolaire sur plusieurs jours. Avant le départ, on va faire le choix du lieu, la durée. On va voir s'il y a des bonnes relations avec les objectifs pédagogiques. On va recueillir des informations auprès de la structure d'accueil. On va établir un calendrier indicatif et on va faire une réunion avec les familles. Pendant le départ, on va mener le voyage avec un livre de bord. Alors, au cycle 1, ça peut être des tablettes, si on a un tas de tablettes, où on prend des photos et on réalise avec les enfants ensuite un petit album. On va faire un emploi du temps aménagé, mais avec du français et des mathématiques. Et après la sortie scolaire, on va exploiter le séjour, par exemple avec un spectacle. On va aussi donner un compte-rendu aux organismes d'accueil, aux collectivités et organismes qui ont contribué à la mise en œuvre du projet. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop vite, j'espère que les exemples vous parlent et j'espère surtout que ça pourra vous servir pour la préparation du concours et le jour même devant le jury. Eh bien, je vous souhaite bonne chance, une bonne continuation et n'hésitez pas à me demander si vous voulez des vidéos précises et je verrai si je peux les réaliser. Merci à vous pour vos encouragements, vos commentaires et puis bonne chance à vous pour cette année. Soyez vraiment au taquet, ne lâchez rien, ne vous découragez pas, allez de l'avant et puis j'espère que tout se passera bien pour vous.